Mes parents ont pris mes économies pour la caution de mon frère. Sans dire un mot, j'ai déménagé et coupé les ponts. 1 an plus tard, il a déposé le bilan et j'ai acheté ma maison cash. Maintenant, il me supplie de revenir, je l'ignore. Je m'appelle Adrien. J'ai 27 ans et j'ai toujours été du genre à baisser la tête et à travailler dur. Non pas parce que j'aime trimer ou que j'avais un job de rêve qui me motivait, mais parce que j'avais un plan discret et constant. Depuis mon adolescence, je savais que je voulais acheter mon propre logement. Rien d'extravagant, juste un petit pavillon avec un jardin, un endroit où je pourrais me sentir en sécurité, quelque chose qui m'appartiendrait à moi et à moi seul. Pas de propriétaire, pas de colocataire, pas besoin de marcher sur des œufs. J'ai commencé à économiser à 16 ans, en travaillant à temps partiel dans une supérette après les cours, fourrant des billets dans une boîte à serrure d'occasion que je cachais au fond de mon armoire. Cette habitude m'est restée. Chaque emploi que j'ai eu au serveur, manutentionnaire, opérateur de saisie, peu importe, j'en mettais une partie de côté et je vivais comme si je ne pouvais rien me permettre de plus. Avec le temps, cette boîte s'est transformée en compte épargne. Et à 26 ans, j'avais bien plus qu'assez pour un apport dans ma région. En fait, avec mon train de vie, j'étais sur le point de pouvoir acheter une maison modeste sans crédit. C'était l'objectif. Pas de prêt immobilier, pas d'attache. Mes parents le savaient, bien sûr, pas le montant exact, mais ils savaient que j'économisais sérieusement. J'ai vécu chez eux un peu plus longtemps que la plupart des gens pendant mes études, et même après. Je payais un loyer, j'aidais pour les courses, je réparais des choses dans la maison. Je ne profitais pas du système, mais rester avec eux m'a aidé à amasser plus d'argent plus rapidement. Et ils disaient toujours qu'ils étaient fiers de ma responsabilité, que j'étais le plus mature des deux. Et ils me comparaient à mon frère aîné, Stéphane, à la moindre occasion. Stéphane a 31 ans. Si je suis le discret et responsable, il est l'exact opposé. Bruyant, impulsif, toujours à la poursuite du prochain grand coup. Une année, c'était la crypto, l'année suivante, il importait des appareils électroniques bas de gamme pour les revendre sur Instagram. C'est le genre de type qui pense que tous les boulots sont indignes de lui, mais qui arrive à se laisser porter par la vie comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui. Mes parents l'ont toujours soutenu. Ils l'ont sorti de ses dettes de carte de crédit 2 fois, l'ont aidé à payer son loyer quand il s'est fait expulser de son dernier appartement, et lui ont même prêté de l'argent pour l'une de ses idées d'entreprise foireuse, argent qu'ils n'ont jamais revu. Malgré tout ça, je suis resté en dehors de ses affaires. Je me disais que c'était sa vie, ses choix, et je me concentrais sur mon propre chemin. Nous n'étions pas particulièrement proches, Stéphane et moi. Je l'aimais de cet amour fraternel distant et obligatoire, mais je ne l'ai jamais vraiment respecté. Il considérait la vie comme un jeu et les gens comme des pions sur un échiquier. Toujours charmant quand il avait besoin de quelque chose. Méprisant une fois qu'il l'avait obtenu. Mais peu importe. C'était son problème. Je ne le laissais simplement pas empiéter sur ma vie. Du moins, c'est ce que je pensais. Puis ce soir-là est arrivé. Je ne l'oublierai jamais. C'était un mardi, un de ces longs jours sans histoire où l'on a juste envie de réchauffer des restes, de regarder une série stupide et d'aller se coucher. Je suis rentré du travail, encore dans ma chemise froissée, et ma mère attendait à la table de la cuisine. Papa était assis à côté d'elle, les mains jointes comme s'il se préparait pour un enterrement. L'ambiance m'a tout de suite semblé anormale. Ils m'ont dit de m'asseoir, qu'ils devaient me parler. J'ai cru que quelqu'un était mort. Je jure que mon estomac s'est noué avant même qu'il n'ouvre la bouche. Maman a commencé. Adrien, chéri, ton frère a des ennuis. De sérieux ennuis. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste regardé l'un puis l'autre, attendant la suite. Elle a jeté un coup d'œil à papa, qui a hoché la tête comme pour lui donner la permission silencieuse de continuer. Il est poursuivi en justice. Des histoires de business. Quelque chose à voir avec des allégations de fraude envers des investisseurs. Des allégations, a coupé papa. Juste des allégations pour l'instant. C'est ça, a continué maman, mais les frais de justice sont énormes. Et il risque la prison s'il ne trouve pas un arrangement. J'ai cligné des yeux lentement, en train de digérer l'information. D'accord. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Maman a hésité, puis a tendu la main et l'a posée sur la mienne comme pour adoucir le coup. Nous avons utilisé tes économies pour l'aider.
Pour lui éviter la prison. Au début, je n'ai vraiment pas compris ce qu'elle voulait dire. Mes économies, comment aurait-il pu? Et puis ça a fait tilt. Le compte joint, celui que j'avais ouvert il y a des années avec papa quand j'étais encore à l'université, avant d'avoir ma propre indépendance financière. Je ne l'avais pas utilisé depuis des années, mais apparemment, il ne s'en était jamais retiré. Je n'avais pas pensé à vérifier. J'avais mon propre compte maintenant, bien sûr. Mais cet ancien compte contenait encore une somme importante. Un tampon, une sécurité. Je l'avais laissé intact exprès, comme un filet de sécurité caché au cas où le pire arriverait. Et il l'avait vidé. Je ne pouvais plus parler. Je n'ai même pas ressenti de colère au début. Juste le silence. Le choc. Mes oreilles bourdonnaient. Ma poitrine était vide. Papa est intervenu avant que je puisse réaliser quoi que ce soit. Tu devrais être content de ça, fiston. Tu as aidé ta famille. Tu as aidé ton frère. Maman a hoché la tête rapidement. Exactement. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais tout de suite. Tu vis encore ici. Et Stéphane, il en a plus besoin que toi en ce moment. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas la trahison. C'est le sourire sur son visage quand elle a dit ça. Comme si je devais être fier. Comme si je devais les remercier d'avoir volé ce que j'avais mis plus d'une décennie à construire. Je me suis levé lentement. Ma chaise a raclé le carrelage avec ce bruit horrible et strident. Et je n'ai rien dit, pas un seul mot. Je suis juste monté, j'ai fait un sac de sport, j'ai pris mon ordinateur portable du travail et je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas demandé d'explication ou essayé de discuter. J'ai juste quitté cette maison comme un fantôme. J'ai dormi sur le canapé d'un ami pendant quelques nuits, puis j'ai loué un minuscule studio en centre-ville et j'ai tout recommencé. Je n'ai pas répondu à leurs appels, ni à leurs textos. J'ai bloqué Stéphane complètement. J'ai ouvert de nouveaux comptes, changé mes mots de passe, gelé tout ce à quoi ils auraient encore pu avoir accès. J'ai aussi signalé le retrait, déposé une main courante et tout, mais le policier a dit que comme c'était techniquement un compte joint et que je n'avais jamais retiré leur nom, il n'y avait pas grand-chose à faire. Le tribunal civil, peut-être, mais même là, c'était flou. Alors, j'ai laissé tomber. Pas pour eux, juste pour moi. Je ne pouvais pas me permettre cette charge émotionnelle. 1 an a passé. J'ai travaillé comme un forcené. J'ai accepté des missions en freelance, des petits boulots, tout ce que je pouvais trouver. J'étais plus motivé que jamais. Pas par vengeance, du moins pas consciemment, mais parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même que je n'étais pas brisé, que je pouvais encore gagner. Puis, il y a quelques semaines, quelque chose s'est produit, quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui m'a fait marquer une pause, faire défiler de vieux messages que j'avais ignorés, et finalement en ouvrir un qui commençait par « Adrien, s'il te plaît, il faut qu'on parle ». C'était de ma mère, et ce qu'il disait a tout changé. Mais j'y viendrai, car avant ce message, j'ai découvert autre chose. Quelque chose qui m'a procuré le premier vrai moment de satisfaction que j'avais ressenti depuis des mois. Stéphane avait déposé le bilan. Il s'est avéré que le renflouer une fois n'avait pas suffi. Il avait encore tout flambé. Problèmes juridiques, dettes, procès, entreprise ratée, tout l'avait rattrapé. Et mes parents, ils étaient à sec, au maximum de leur capacité, vendant des bijoux, réhypothéquant la maison, en train de se noyer. Et moi, j'étais sur le point de signer l'achat d'une maison, payée cash. Un pavillon de plein pied tranquille en périphérie de la ville, avec un petit jardin à l'arrière et un Porsche qui prend le soleil du matin. Le genre d'endroit dont je rêvais depuis mes 16 ans. Maintenant, ils m'appellent, laissent des messages vocaux disant que je leur manque. Que la famille reste unie. Que Stéphane a traversé une période difficile et que nous devons nous réconcilier. Je n'ai pas répondu, pas une seule fois. Et j'avais prévu de continuer comme ça jusqu'à ce que quelque chose dans ce dernier message me glace le sang. Ce n'était pas des excuses. C'était un avertissement. Et c'est là que tout a basculé. Laissez-moi vous expliquer. J'ai lu le message 3 fois avant même de bouger. Il était environ minuit. J'étais assis à la table de ma nouvelle cuisine, seul avec un bol de restes de pâtes,
la télé bourdonnant en arrière-plan avec une rediffusion de sitcom débile à laquelle je ne prêtais aucune attention. Le message de ma mère était arrivé à 23h42. Assez tard pour que ça semble urgent, mais pas une urgence vitale. Mon téléphone a vibré une fois, puis s'est tu. Adrien, il faut qu'on parle. C'est à propos de Stéphane. S'il te plaît, n'ignore pas ça. Il devient désespéré et il dit des choses qui nous inquiètent. Je ne pense pas qu'il soit dans un bon état d'esprit. Je suis resté à le fixer. Pas en colère, pas paniqué, juste froid, engourdi. Ma première pensée n'a même pas été l'inquiétude. C'était, oh, maintenant il s'inquiète. Pas quand il a coulé sa 3e entreprise en 2 ans. Pas quand il a plafonné leur carte de crédit. Pas quand il a vidé mes économies comme une canette de soda. Maintenant ils étaient inquiets. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone, l'ai posé face contre table et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, cependant, le message ne me quittait pas. Je ne voulais pas m'en soucier. Mais le fait est que j'avais été élevé pour m'en soucier. La culpabilité, pour moi, était un muscle entraîné et exercé depuis que j'étais assez grand pour réparer les bêtises de mon frère. Sois le plus intelligent, Adrien. Il traverse une période difficile. Tu es plus mature. Il ne réfléchit pas aux conséquences. J'ai entendu ces phrases toute ma vie. Elles résonnaient maintenant involontairement. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai vérifié les réseaux sociaux de mon frère. Son Instagram avait disparu. Son Twitter aussi. Son Facebook était à l'abandon. La dernière publication datait de plusieurs mois. Une citation de motivation superposée à une photo floue d'une voiture de luxe. Le genre de choses que les gens publient quand ils veulent vous faire croire qu'ils réussissent tout. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Peut-être que je voulais la preuve qu'il avait vraiment touché le fond. Peut-être que je voulais me sentir justifié dans mon silence. Ou peut-être qu'au fond de moi, j'avais encore besoin de voir de mes propres yeux que le fils prodige était enfin tombé du piédestal qu'ils avaient passé des années à renforcer. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un autre message. Cette fois, de papa. Salut fiston, je sais que tu es en colère, mais les choses deviennent incontrôlables avec Stéphane. Il parle de toi, dit des choses qui n'ont aucun sens. Il est paranoïaque. S'il te plaît, passe juste nous voir. Même si tu ne veux pas lui parler, on a juste besoin de te voir. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si inhabituel pour mon père de paraître ébranlé. En grandissant, c'était lui le plus ferme. Pas affectueux, pas bavard, mais toujours certain. Le genre de type qui pensait que les sentiments étaient acceptables tant qu'on les gardait pour soi. Pourtant, j'ai ignoré le message. J'ai continué à aller au travail, à arroser mes plantes, à faire mes courses hebdomadaires. Je continuais à faire semblant de m'en ficher, mais ça a commencé à déborder dans mon monde. D'abord, j'ai reçu un appel au travail. Ma responsable m'a fait signe de venir, son expression indéchiffrable. Il y a un homme dans le hall qui te demande, dit-elle. Il dit que c'est ton frère. Tout va bien? Mon sang s'est glacé. Je n'avais pas dit à Stéphane où je travaillais. Je n'avais dit à personne dans ma famille où je travaillais maintenant. C'était un choix délibéré, une limite, une frontière, et il l'avait franchie. Je me suis dirigé vers le hall, le cœur battant, répétant déjà 1000 façons de lui dire de partir. Mais quand je suis arrivé, il était parti. Juste une réceptionniste confuse et une chaise vide. Il a attendu environ 10 minutes, dit-elle. Puis il est parti. Il a dit que tu saurais pourquoi. Je ne savais pas. Mais le fait qu'il m'ait trouvé a suffi à me perturber pendant des jours. Une semaine plus tard, je suis rentré chez moi pour trouver une enveloppe coincée dans ma boîte aux lettres. Pas de timbre, pas d'adresse, juste mon nom écrit d'une écriture hâtive et agressive. À l'intérieur, une seule feuille de papier tapée à la machine, sans signature. Tu te crois meilleur que nous? Continue d'ignorer ta famille et tu verras ce qui arrive. Le sang, c'est le sang. N'oublie pas qui tu es. Cette nuit-là, j'ai installé des caméras. Je ne l'ai dit à personne. 2 jours plus tard, l'une d'elles a filmé Stéphane remontant mon allée à 3h17 du matin. Il n'a pas frappé.
N'a rien laissé. Il est juste resté là, à regarder la maison pendant près de 5 minutes. Puis il est parti. C'était le point de rupture. Pas l'argent, pas la trahison, pas même le fait que mes parents le défendaient encore après tout ça. C'était ce regard, cette menace silencieuse et non dite, l'idée que même après tout, il pensait avoir encore accès à ma vie, à mon espace, à ma paix. Alors j'ai appelé mes parents. C'était la première fois qu'ils entendaient ma voix depuis plus d'1 an. Maman a décroché. Maman, j'ai vu Stéphane chez moi, ai-je dit d'un ton neutre. À 3 heures du matin. Elle a eu un hoquet. Quoi? Quand? J'ai des caméras, ai-je répondu. Je les ai depuis un moment. Il était juste là, à regarder. Une pause, puis, il ne va pas bien, chérie. Il a été sous beaucoup de stress. Je m'en fiche, les jeux coupés. J'appelle la police la prochaine fois. Je ne veux pas de lui près de chez moi. Je ne veux aucun de vous près de chez moi. Adrien, s'il te plaît. C'est ton frère. Non, ai-je dit. C'est votre fils. C'est votre problème. Et j'en ai fini de prétendre que cette famille m'a un jour considéré comme important. J'ai raccroché. Pendant un temps, ce fut calme. Quelques semaines ont passé. J'ai commencé à me sentir de nouveau normal. J'ai même commencé à planter dans le jardin. Des tomates, des poivrons, des herbes aromatiques, des choses pour lesquelles je n'avais jamais eu de place avant. La vie a commencé à me sembler mienne. Puis les lettres ont commencé. Du jargon juridique à l'allure officielle. Des accusations. Apparemment, Stéphane avait décidé que je lui devais de l'argent. Que l'argent que nos parents lui avaient donné était censé être partagé, que j'avais profité de la générosité familiale en vivant à la maison pendant des années et que, par conséquent, je n'avais aucun droit de retenir ma part maintenant que les choses avaient changé. C'était risible, absurde, mais c'était aussi réel. Il essayait de me poursuivre en justice. Les documents étaient bancals. Pas de plainte réelle, pas de fondement juridique. Mais il continuait d'arriver, encore et encore, me faisant perdre mon temps, m'obligeant à répondre, drainant mon argent en consultation juridique. Je voulais crier, retourner à cette vieille maison et leur hurler dessus à tous. Leur demander comment ils avaient élevé un homme qui pensait pouvoir voler son frère sans vergogne et continuer à se comporter comme la victime. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme, stratégique. J'ai tout documenté. Et puis un soir, j'ai reçu l'appel qui a fait trembler le sol sous mes pieds. C'était un numéro inconnu. J'ai failli le laisser sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Est-ce que je parle à Adrien Fournier ?» a demandé la voix. « Oui. Je m'appelle Valérie. Je suis avocate. Je représente un ancien investisseur de la dernière société de Stéphane Fournier. Je crois que nous devrions parler. »« Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» ai-je demandé, me préparant déjà au pire. « Je pense que vous êtes peut-être listé comme un soutien financier dans certains de ces documents. Nous avons des raisons de croire qu'il vous a nommé sans votre consentement comme partenaire sur certaines transactions. » Mon esprit s'est vidé. Quoi? Il essaie de rejeter la faute, dit-elle. Et malheureusement, nous avons déjà vu ça. Il a déposé des papiers douteux et cela pourrait impliquer une fraude. J'aimerais vous envoyer les documents. Elle l'a fait. Et quand je les ai ouverts, j'ai senti toute l'énergie me quitter. C'était là, mon nom sur des papiers que je n'avais jamais signés, listé comme cofondateur, co-signataire d'une entreprise en faillite qui devait plus de 200 000 € à des prêteurs privés. Mon propre frère avait falsifié ma signature, m'avait entraîné dans son chaos. Et mes parents, ils ne répondaient toujours pas à mes appels. C'est à ce moment-là que l'engourdissement s'est brisé. La rage, la trahison, les années de tolérance silencieuse. Tout a déferlé comme un raz-de-marée. J'ai réalisé qu'on ne m'avait pas seulement volé de l'argent. On m'avait volé la paix, la confiance, une famille. Et pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté de me sentir coupable. J'ai arrêté de me demander si je surréagissais. Et j'ai commencé à planifier. Parce que s'ils pensaient que j'allais me laisser faire à nouveau, ils allaient découvrir qui j'étais devenu depuis la dernière fois qu'ils m'avaient vu. Et c'est là que tout a commencé à changer, mais pas pour les raisons qu'ils imaginaient. Si on vous a déjà arraché tout ce pour quoi vous avez travaillé,
vous savez qu'il y a ce silence étrange qui suit. Ce n'est pas bruyant ou dramatique, plutôt un vide silencieux, comme si quelqu'un avait aspiré l'air de votre vie et vous avait laissé flotter dans les décombres. C'est là que j'en étais. Après avoir découvert que Stéphane avait falsifié mon nom, m'avait entraîné dans son désastre financier et avait créé une piste documentaire qui aurait pu détruire mon crédit, mon travail et mon avenir. J'ai touché ce qui ressemblait au fond du gouffre. Mais ce n'était pas bruyant. Il n'y a pas eu de cris, pas de grands gestes, juste le silence. Un long et dur silence. Je ne l'ai dit à personne. Ni à mes collègues, ni à mes quelques amis restants. Je crois que j'avais honte. Même si, logiquement, je savais que je n'avais rien fait de mal, je n'arrêtais pas de penser, comment n'ai-je pas vu ça venir? Comment ai-je pu les laisser dans ma vie aussi longtemps? Les jours se confondaient. Je me réveillais, je faisais du café, je m'asseyais à la table de ma cuisine, et je restais juste assis. Sans lire, sans faire défiler mon téléphone, sans bouger, juste assis. Puis j'allais au travail, je forçais des sourires, je m'acharnais sur les tableurs et les réunions, je rentrais à la maison, je passais un plat au micro-ondes, et je recommençais. C'était mécanique. Creux. Mon corps était en pilote automatique et mon esprit était coincé ailleurs. L'avocate à qui j'avais parlé des documents falsifiés était au moins gentille. Elle m'a expliqué ce qu'il fallait faire, déposer une déclaration sur l'honneur, soumettre une vérification d'identité et me préparer à me défendre si l'un des créanciers tentait de me poursuivre. J'ai tout fait comme une machine. Clinique, efficace, sans émotion. Mais une nuit, vers 2 heures du matin, j'ai craqué. J'étais allongé sur le canapé, une vieille playlist de jazz tournant en boucle en arrière-plan, mon ordinateur portable ouvert devant moi. J'essayais de trier les copies numérisées des faux papiers que Stéphane avait soumis. Je devais les revoir, pour croire qu'ils étaient réels, pour vraiment sentir ce qui s'était passé. Et c'était là, mon nom signé de cette signature familière en boucle. Sauf que ce n'était pas la mienne. L'inclinaison était fausse. La boucle du « D » ressemblait à la sienne. L'espacement était trop net. Je l'avais vu imiter des mots d'excuse pour l'école quand nous étions enfants. Je me souvenais comment il s'entraînait à reproduire la signature de ma mère pour s'amuser. Il avait toujours été étrangement doué pour l'imitation, pour la contrefaçon, et maintenant il l'avait utilisé contre moi. J'ai claqué l'ordinateur portable et je suis resté là, à fixer le plafond, les poings si serrés que mes doigts me faisaient mal. Pas à cause de l'argent, du procès ou des documents falsifiés. Mais parce que ce n'était pas un escroc au hasard, c'était mon frère. Et mes parents n'avaient toujours pas appelé, pas pour s'excuser, pas pour expliquer, pas même pour prétendre qu'ils ne savaient pas. C'était comme s'ils avaient disparu au moment où j'avais cessé d'être utile. C'est là que quelque chose en moi a changé. J'aimerais pouvoir vous dire que c'était de la rage ou un noble sentiment de reprise en main. Mais ce n'était pas ça. C'était de la clarté. Une clarté froide et silencieuse. Je ne pouvais pas défaire ce qui avait été fait. Je ne pouvais pas les forcer à s'en soucier. Mais je pouvais m'assurer de ne plus jamais les laisser me prendre quoi que ce soit. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai fait une liste. Juste une petite. Pas des objectifs, pas des résolutions, juste des choses sur lesquelles j'avais encore le contrôle. Changer mon numéro de téléphone. Mettre en place des alertes pour toute activité financière sous mon nom. Transférer le titre de propriété de ma maison dans un trust. Personne ne pourrait plus jamais y toucher. Commencer un journal, juste pour sortir les choses de ma tête. Prendre un chien. Ce dernier point était impulsif, mais j'y pensais depuis un moment. Je voulais quelque chose dans ma vie qui soit simple, loyal, réel. Alors, ce week-end-là, je suis allé à un refuge et j'ai rencontré Jasper. C'était un bâtard, une sorte de croisé retriever avec des oreilles tombantes et des yeux trop grands pour sa tête. Il s'est approché de moi, s'est appuyé contre ma jambe et a juste soupiré. C'était tout. Nous nous étions choisis. Je l'ai ramené à la maison ce jour-là. Pas de drame, pas de doute. Avec Jasper, le silence semblait moins oppressant. Il structurait mes journées, promenades matinales, heures de repas, jeux dans le jardin. Il se fichait des procès ou de la trahison. Il se souciait juste que je sois là. Le fait de prendre soin de lui m'a rappelé comment prendre soin de moi à nouveau. J'ai commencé à me lever plus tôt,
à cuisiner de vrais repas, rien de sophistiqué, juste des œufs, du pain grillé, du poulet grillé, des légumes rôtis. J'ai commencé à ranger davantage la maison, à décorer d'une manière que j'avais reportée. J'ai repeint le salon, changé les rideaux, planté plus de choses dans le jardin. Chaque petite chose que je faisais rendait la maison plus mienne. Et puis j'ai recommencé à courir. Je courais à l'université. C'était mon échappatoire. Je mettais de la musique et je partais. Sans destination, sans attente. Je ne l'avais pas fait depuis des années. Mais un matin, j'ai lassé mes vieilles baskets et j'ai juste couru. Pas loin, pas vite, mais assez pour ressentir à nouveau quelque chose. Bientôt, c'est devenu une habitude. Chaque matin, Jasper et moi faisions un jogging dans le quartier. J'ai commencé à mieux dormir, à penser plus clairement. Mon appétit est revenu, et le brouillard, ce brouillard lourd et silencieux, a commencé à se dissiper. C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à prendre des missions en freelance. J'avais fait du design web à côté pendant des années. Jamais sérieusement, juste des projets annexes et des services. Mais maintenant, j'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui soit à moi. J'ai donc refait mon ancien portfolio, contacté d'anciens clients et commencé à faire de la publicité discrètement en ligne. La demande a été immédiate. Apparemment, les gens cherchent toujours une aide abordable et compétente. Et je n'étais pas seulement compétent. J'étais concentré. Je travaillais de longues heures, parfois trop. Mais ça ne me dérangeait pas. Le travail me semblait propre, honnête. Chaque projet terminé érodait le sentiment que Stéphane m'avait tout pris, parce que ce n'était pas le cas. J'avais encore mes compétences, ma discipline, mon instinct, et lentement, mes économies ont recommencé à croître. Peu de temps après, mon histoire a commencé à circuler dans mon petit cercle professionnel. L'ami d'un ami avait entendu parler de ce que Stéphane avait fait. Un client a demandé prudemment si les problèmes juridiques étaient réglés. Je leur ai dit oui, car à ce moment-là, ils l'étaient. Les faux documents avaient été formellement discrédités. Mon nom avait été blanchi. La dette n'était pas la mienne. Et Stéphane, eh bien, je n'avais plus eu de ses nouvelles directement depuis que le procès avait fait long feu. Mais je savais qu'il se débattait toujours, brûlant les ponts, évitant les appels, chuchotant des mensonges. Il avait toujours une histoire à raconter. Mais j'avais autre chose maintenant. Une réputation. Les clients appréciaient ma méticulosité. Le fait que je respectais les délais sans excuse. Que je ne cherchais pas à enjoliver les choses. Le bouche-à-oreille a fonctionné. Ma petite activité de freelance s'est transformée en une entreprise à plein temps. J'ai même embauché une assistante virtuelle pour m'aider à gérer ma charge de travail croissante. Et le meilleur dans tout ça, c'était que tout m'appartenait. Personne pour s'attribuer le mérite. Personne pour me faire culpabiliser. Personne derrière moi avec les mains tendues et des promesses vides. Juste moi, Jasper, et une vie qui grandissait lentement et qui semblait réelle. Puis un après-midi, peut-être 6 mois après le procès, on a frappé à ma porte. Un coup. Pas une lettre. Pas un message. Un vrai coup à la porte. Je me suis arrêté. Jasper a aboyé, a couru vers la porte, la queue en l'air, alerte. J'ai ouvert lentement, la gorge nouée, et il était là. Stéphane. Il avait l'air différent, plus mince, plus pâle. Le charisme qui émanait de lui comme un parfum avait disparu. Il avait l'air usé, désespéré. « Adrien », dit-il, réussissant un mince sourire. « Salut mec. On peut parler ?» Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Je suis juste resté là, laissant le silence s'étirer entre nous. Il s'est agité maladroitement. « Je sais que tu es en colère. Je comprends. J'ai merdé. Mais maman et papa, ils ne vont pas bien. Et j'ai besoin d'aide. » C'était comme s'il avait voyagé dans le temps. Comme si rien n'avait changé. Comme si nous étions toujours dans cette cuisine, lui faisant des bêtises et moi censé réparer les pots cassés. Je n'ai pas dit un mot. Jasper a grogné doucement à mes côtés. Stéphane a baissé les yeux, puis les a relevés vers moi. « Écoute, je sais que j'ai merdé, mais je suis ton frère. On est une famille.
Tu sais bien que je ne serais pas là si je n'avais plus d'autres options. J'ai croisé son regard. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti du pouvoir. Mais je n'ai pas claqué la porte. Pas encore. Parce que ce que j'allais dire ensuite déciderait de tout. Et je voulais que ça compte. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je n'ai même pas sourcillé. Je suis juste resté sur le seuil de la maison qu'il avait essayé de détruire à distance, celle que j'avais achetée cash avec des années de sueur, de sacrifice et de reconstruction, et je l'ai regardé dans les yeux. C'était la première fois que je le regardais vraiment depuis longtemps. Pas à travers le prisme de la famille, pas à travers la culpabilité que mes parents m'avaient inculquée, mais comme un étranger, comme un homme qui avait essayé de mettre le feu à ma vie et qui se tenait maintenant dans les cendres en demandant une serviette. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Finalement, il a ri, un rire doux, faux, nerveux. Allez, mec. J'ai fait 1 heure de route pour venir ici. Tu vas me laisser sur le porche comme un livreur? J'ai cligné des yeux. Tu as falsifié mon nom. Il a baissé les yeux, les mains dans les poches de son sweat à capuche. Ouais, je sais, mais... Tu m'as entraîné dans ton procès, ai-je continué, ma voix plate, contrôlée. Tu as fait semblant que nous étions partenaires en affaires. Tu as failli détruire mon crédit. Mon nom. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, dit-il rapidement. J'étais désespéré. Les investisseurs, l'un d'eux menaçait de débarquer chez maman et papa. J'essayais juste de gagner du temps. Je n'ai jamais pensé qu'ils s'en prendraient vraiment à toi. J'ai laissé ça en suspens. Est-ce que tu comprends seulement ce que tu as fait, ai-je demandé, ma voix plus tranchante maintenant. Tu n'as pas seulement volé de l'argent. Tu as essayé de m'utiliser comme bouclier humain. Son visage s'est décomposé. Je n'essayais pas de te faire du mal. Mais tu l'as fait. Il a ouvert la bouche pour argumenter. Il avait probablement une histoire soigneusement élaborée sur la façon dont les choses avaient mal tourné ou comment il s'était senti acculé. Mais son histoire ne m'intéressait pas. Plus maintenant. Ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Tu m'as entendu. Adrien, s'il te plaît. Je ne serais pas là si j'avais un autre choix. Ça m'est égal. Il a fait un pas en avant et Jasper a aboyé à nouveau, plus fort cette fois. Stéphane a tressailli. Ne reviens pas ici, ai-je dit. La prochaine fois, je ne serai pas aussi poli. Et puis je lui ai fermé la porte au nez. Il est resté là 1 minute, espérant peut-être que je ressortirais. Je l'ai observé à travers le Judas, j'ai vu sa mâchoire se contracter, je l'ai vu marmonner quelque chose dans sa barbe, je l'ai vu finalement se retourner, remonter dans sa vieille berline cabossée et s'en aller. Je ne me suis pas senti bien après ça. Ni victorieux, ni vengé. Je me sentais juste prêt. Prêt à en finir pour de bon. Parce que je savais quelque chose maintenant. Il était en train de perdre pied. Il était désespéré. Et le désespoir le rendait imprudent, négligent. J'avais passé des années à éviter la confrontation, à esquiver les problèmes créés par ma famille. Mais cette fois, je n'allais pas fuir. J'allais y mettre un terme, et j'allais le faire intelligemment. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Valérie, l'avocate qui m'avait contacté à l'origine lorsque mon nom avait été falsifié. Je l'ai mise au courant, lui ai dit que Stéphane était venu, et j'ai demandé si des investisseurs le poursuivaient encore. Son silence à l'autre bout du fil était révélateur. Puis elle a dit, vous devriez peut-être passer au cabinet. Il s'est avéré que plusieurs personnes étaient toujours après Stéphane. Certaines pour des prêts non remboursés, d'autres pour de fausses factures et des sous-traitants impayés. Quelques-unes essayaient de fouiller dans ses dossiers financiers et ne trouvaient que de la fumée. Mais celui qui a attiré mon attention était un homme nommé Marcus Arnaud. Pas un investisseur, un partenaire. Apparemment, Marcus avait investi 85 000 € dans l'entreprise d'importation de Stéphane. Et selon les documents que Stéphane avait déposés, j'avais co-signé pour ça. Mais je ne l'avais pas fait. Valérie m'a tendu une copie du contrat que Stéphane avait soumis au tribunal. Là encore, mon nom, ma signature falsifiée. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai demandé, puis-je contacter Marcus directement? Elle a haussé un sourcil. Pourquoi?
Parce que j'ai le sentiment que lui et moi voulons la même chose. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Marcus via le site web de son entreprise. C'était court, poli et direct. Je lui ai dit que je ne faisais pas partie de l'entreprise de Stéphane, que je n'avais jamais signé de document, et que j'avais la preuve légale que mon nom avait été utilisé sans mon consentement. Puis j'ai ajouté une chose. Je crois que vous n'êtes pas le seul que Stéphane a trompé. Si vous êtes ouvert à une conversation, j'aimerais comparer nos informations. Il a répondu en moins d'1 heure. Marcus et moi nous sommes rencontrés 2 jours plus tard dans un café près de son bureau. C'était un homme grand, la quarantaine, bien habillé, mais avec le genre de regard lasque qui suggérait qu'il s'était déjà fait avoir. Peut-être pas seulement par Stéphane. Nous avons commandé des cafés, nous sommes assis dans un coin tranquille, et avons commencé à échanger nos histoires. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que Stéphane lui avait raconté une version complètement fabriquée de notre relation. Selon Stéphane, j'étais ce bailleur de fonds silencieux, le cerveau de la logistique, avec des années d'expérience en développement web et en système back-end. Il avait même donné à Marcus une fausse adresse email à mon nom et lui répondait avec de fausses mises à jour. Il disait toujours que tu étais la tête dans le guidon, en train de coder, dit Marcus en secouant la tête. Maintenant je sais pourquoi tu ne répondais jamais directement. Nous avons comparé les documents. Chacune de mes signatures était une contrefaçon. C'est là que Marcus s'est penché et a demandé, « Avez-vous déjà pensé à le poursuivre en justice ?» J'ai expiré lentement. J'ai pensé à beaucoup de choses. Il a hoché la tête. Je veux qu'il paie. Pas seulement de l'argent. Je veux que tout le monde sache. Quelque chose s'est déclenché à ce moment-là. Une compréhension mutuelle. Parce que c'est ce que je voulais aussi. Pas seulement la vengeance. La réputation. Je voulais réduire en cendres le mythe de Stéphane Fournier, le charmant homme d'affaires, le génie incompris, le fils prodigue. Et je voulais le faire proprement. Alors, j'ai élaboré un plan. J'ai commencé par tout rassembler, chaque document falsifié, chaque fausse adresse email, chaque message que mes parents m'avaient envoyé au cours de l'année écoulée, suggérant qu'ils en savaient plus qu'ils ne le laissaient paraître. J'ai pris des captures d'écran, téléchargé des sauvegardes. J'ai tout gardé dans un dossier sécurisé intitulé « Pare-feu ». Puis j'ai contacté d'autres personnes que je soupçonnais de s'être fait avoir. Discrètement, prudemment, en utilisant la même stratégie que celle utilisée pour construire mon entreprise de freelance. Précis, professionnel, respectueux. Je ne voulais pas de chaos. Je voulais des preuves. Et ils sont venus. Un designer qui avait travaillé sur la marque de Stéphane et n'avait jamais été payé. Un fournisseur qui avait envoyé pour 12 000 € de marchandises et n'avait jamais vu un centime. Un étudiant que Stéphane avait embauché comme stagiaire et qu'il n'avait pas payé pendant 6 mois de formation. Chaque histoire brossait un tableau plus clair, et chacune me donnait une nouvelle pièce à conviction. Pendant ce temps, je suis resté silencieux. Je n'ai pas répondu aux 2 emails que ma mère a finalement envoyés. L'un parlait de réconciliation familiale. L'autre était un rappel passif-agressif que personne n'est parfait et que nous faisons tous des erreurs. Je n'ai pas répondu, mais je les ai gardés. Parce qu'ils en disaient long, surtout lorsqu'ils étaient associés au relevé bancaire. Oui, je les ai eus aussi. Avec l'aide de Marcus, j'ai retracé certains des paiements que Stéphane avait reçus d'investisseurs. Et devinez où ils sont allés? Chez mes parents. Pas la totalité, mais assez. Assez pour prouver qu'ils n'étaient pas seulement des complices passifs. Ils en avaient profité discrètement, indirectement. Et maintenant, ils faisaient semblant d'être choqués que tout est mal tourné. Ce n'était plus seulement Stéphane. Ils en faisaient partie, eux aussi. À ce stade, j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'avais des alliés. J'avais des preuves. J'avais une équipe juridique qui comprenait le schéma. J'avais de la patience. Et surtout, j'avais le temps. Stéphane n'en avait pas. Il était à court de mensonges. À court d'argent, à court de gens à charmer. Et il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais je n'avais pas encore fini de préparer le terrain. Pas encore. Parce qu'il y avait encore un dernier coup à jouer. Et cela impliquait de retourner en arrière. De retourner au seul endroit où j'avais juré de ne jamais revenir. La maison où tout a commencé.
Et les gens qui pensaient que je ne reviendrais jamais plus fort. C'était au début du printemps quand je suis finalement arrivé dans l'ancienne impasse que j'appelais autrefois ma maison. La rue n'avait pas beaucoup changé. Le même goudron fissuré, les mêmes haies envahissantes. Le quartier avait cet air familier et fatigué d'un endroit qui avait connu son apogée à la fin des années 90 et qui déclinait tranquillement depuis. La maison de mes parents se dressait au bout, comme un monument à moitié oublié. Revêtement beige, volets verts, et une boîte aux lettres qui penchait toujours d'un côté à cause d'un accident de vélo que Stéphane avait causé quand nous étions enfants. Je n'étais pas venu ici depuis près de 2 ans. La dernière fois, j'étais parti avec rien d'autre qu'un sac de sport, laissant derrière moi plus que ma chambre. J'avais laissé ma confiance, mon respect, et chaque dernière goutte de loyauté que j'avais jamais eue pour les gens à l'intérieur. Mais cette fois, je ne suis pas venu les mains vides. Cette fois, j'ai apporté la vérité et les conséquences. J'ai garé ma voiture de l'autre côté de la rue et je suis resté assis un moment, laissant tout décanter. Jasper était sur la banquette arrière, la tête posée sur la coudoir, calme comme toujours. J'ai tendu la main en arrière et lui ai gratté derrière l'oreille. « T'es prêt, mon grand ?» Il a remué la queue une fois. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que je ne sois sorti. Ma mère se tenait là, figée sur le seuil, comme si elle ne pouvait pas croire que c'était moi. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, un peu usée par les épreuves. Une partie de moi voulait ressentir quelque chose. De la nostalgie, de la pitié, n'importe quoi. Mais je n'ai rien ressenti. Je suis sorti de la voiture, la laisse à la main, et Jasper a trotté à mes côtés. Alors que nous traversions la rue, papa est apparu derrière elle, les bras croisés. Stéphane n'était pas en vue. Pas encore. Adrien, dit maman, presque dans un murmure. Tu es là. Je me suis arrêté au bas des marches. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Elle a hoché la tête, s'écartant. Papa n'a pas bougé, n'a pas parlé, mais il ne m'a pas arrêté non plus. La maison sentait la même chose. Un mélange de vieux bois, de nettoyant au citron et des bougies que ma mère entassait encore dans des bocaux en verre. Le salon était sombre, les rideaux à moitié tirés. Une assiette avec 2 tranches de pain grillé reposait, intacte, sur la table basse. Le sweat de Stéphane était jeté sur le dossier du fauteuil. Je me suis assis sur le canapé, Jasper s'installant à mes pieds. Ils sont restés debout, comme s'ils ne savaient pas si c'était un piège ou une bénédiction. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Où est-il, ai-je demandé. Maman a jeté un coup d'œil vers le couloir. Il se repose. Il va vouloir être réveillé pour ça. Elle avait l'air de vouloir protester, mais quelque chose dans mon visage a dû la faire taire. Elle a disparu dans le couloir. Quelques minutes plus tard, Stéphane est entré en traînant les pieds. Il avait l'air pire qu'avant, décharné, les yeux creux. Ses cheveux autrefois soigneusement coiffés étaient maintenant hirsutes et mous. Son sweat pendait sur lui comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi correctement depuis des semaines et n'avait pas l'intention de le faire. Il ne s'est pas assis. Je pensais avoir été clair la dernière fois, marmonna-t-il. J'ai souri, mais ça n'a pas atteint mes yeux. Tu l'as été. Mais je suis revenu pour une raison. Papa a changé de poids. Si c'est pour l'argent. Ce n'est pas pour ça, ai-je interrompu. Plus maintenant. J'ai sorti un dossier de mon sac, épais, étiqueté, avec des preuves classées par couleur. Je l'ai fait glisser sur la table basse comme une arme chargée. Voici tout, ai-je dit calmement. Chaque document falsifié, chaque transaction frauduleuse, chaque déclaration d'investisseur. Tous les faux contrats, les emails, les virements bancaires, y compris ceux que vous avez fait transiter par leur compte. J'ai fait un signe de tête vers mes parents. Le visage de Stéphane a blêmi. Maman s'est effondrée dans le fauteuil. J'ai passé les 6 derniers mois à tout rassembler, ai-je continué. Avec des avocats, avec d'autres victimes, avec les autorités judiciaires. Stéphane a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Je ne suis pas ici pour me battre, ni pour discuter, ni pour écouter une autre histoire larmoyante sur le fait que tu ne le pensais pas. J'en ai assez entendu. Et franchement, je suis lassé des excuses. Qu'est-ce que tu veux, demanda sèchement papa. C'était la question, n'est-ce pas? Je me suis levé, lentement et sûrement.
Je veux 3 choses, ai-je dit. 1. Tu vas signer ça. J'ai sorti un deuxième document, une déclaration notariée préparée à l'avance. Il y est stipulé que je n'ai eu aucune implication dans aucune de tes entreprises, que chaque signature a été falsifiée, que je n'ai jamais été consulté, informé ou impliqué. Ça blanchit mon nom légalement, publiquement et définitivement. Stéphane le fixa. Et si je ne le fais pas? Alors je remets le dossier, dis-je d'un ton neutre, à chaque investisseur, chaque tribunal et chaque journaliste à qui j'ai parlé. Parce que oui, il y a des journalistes. Il s'avère que les gens adorent les histoires de trahison familiale et de ruine financière, surtout quand ça implique de fausses entreprises et des documents falsifiés. Stéphane n'a pas bougé. 2. Ai-je continué, tu écriras des excuses officielles. Peu m'importe si elles sont sincères, mais elles seront signées et attestées, et elles seront envoyées à chaque personne que tu as escroquée. Y compris le stagiaire que tu n'as pas payé et la mère célibataire que tu as convaincu d'investir dans ton application inexistante. Ma mère avait l'air sur le point de pleurer. Et 3, et celui-ci est important, je veux que vous me laissiez tous tranquilles pour toujours. Pas d'appel, pas de lettre, pas de mais. Vous ne vous présenterez plus jamais à ma porte. Si vous le faites, je considérerai cela comme du harcèlement et je porterai plainte. Silence. Pas un silence choqué. Un silence de défaite. Le genre qui s'installe quand tout le monde dans la pièce connaît la vérité. Stéphane a fini par s'asseoir, le visage dans les mains. Papa fixait le sol. Maman s'est juste effacée, comme si elle ne voulait plus être dans sa propre peau. Puis Stéphane a dit, et si on accepte tout ça? Alors je m'en vais, ai-je dit. Et je vous laisse tous faire de même. Je ne vous détruis pas. Je ne vous traîne pas en justice. Je ne rends pas vos noms publics. Vous avez la chance de disparaître tranquillement. Vous avez une chance de tout recommencer. Ou pas. Ça m'est égal. Une autre longue pause. Puis Stéphane a pris le stylo. Ça a pris 1 heure. Ils ont lu chaque page. Tout signé. Mes parents n'ont pas dit un mot pendant tout ce temps. Quand ce fut terminé, j'ai rassemblé les papiers, les ai replacés soigneusement dans mon dossier et je me suis levé. Je pensais ce que j'ai dit, leur ai-je dit. Je ne vous déteste pas. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. J'espère que vous vous en sortirez, mais ce n'est pas ma responsabilité. Je me suis dirigé vers la porte. Jasper a suivi. Alors que j'attrapais la poignée, ma mère a finalement parlé. Adrien. Je me suis retourné. Elle me regardait, des larmes coulant sur son visage. On pensait qu'il avait plus besoin de nous. Cette phrase a atterri comme une pierre dans un lac tranquille. J'ai hoché la tête une fois. C'était votre choix, ai-je dit. Voici le mien. Et je suis parti. Dans les semaines qui ont suivi, les choses ont bougé rapidement. Les victimes que j'avais contactées ont reçu leurs excuses. Les documents légaux ont été déposés, blanchissant mon nom de manière permanente. Marcus et moi avons continué à travailler ensemble. Il m'a même recommandé quelques clients. Nous n'étions pas vraiment amis, mais il y avait du respect, et c'était suffisant. Stéphane a déménagé de chez mes parents peu de temps après. Personne ne sait vraiment où il est allé. Certains disent qu'il a quitté la région. D'autres qu'il squatte des canapés. Je ne demande pas. Ça m'est égal. Mes parents ont vendu la maison 6 mois plus tard. Je n'ai jamais su où ils avaient déménagé. Et je n'ai pas cherché. Quant à moi, les affaires marchent bien. Le jardin est florissant. Jasper vient d'avoir 3 ans. J'ai installé une nouvelle clôture, modernisé la cuisine, je me suis mis à la photographie. J'organise de petits dîners avec des amis. De vrais amis. Des gens qui ne demandent rien d'autre que de la présence. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je me réveille chaque jour en paix. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que j'ai repris ce qui m'appartenait, ma vie, mon nom, mon histoire. Et j'en ai écrit la fin.